Je m'appelle Koji. Je suis boy. Je viens de Rutshuru, une terre où sans doute nul d'entre vous n'a mis les pieds. Les pieds de mes ancêtres, eux, l'ont foulée, cette terre. Ils l'ont abreuvée d'histoire, de savoir, de chants et de danse depuis longtemps, très longtemps. Peut-être même que certains de vos grands-parents s'y sont rendus à Rutshuru, territoire retiré du Congo. Peut-être même sommes-nous de la même famille sans le savoir. Ou alors peut-être a-t-on vu vos aïeux arriver. Démons blancs parés de leur dite modernité afin de nous civiliser comme ils le clamaient. Liés par le sang, liés par l'histoire avec un grand H, par les deux. Laissez-moi vous raconter mon histoire. Petit H cette fois. D'habitude, on dit des petites choses qu'elles ne sont pas si importantes. Des minuscules récits, pourtant on en compte des millions aussi nombreux qu'il y a d'étoiles qui brillent dans le ciel de la nuit. Une voie lactée de petites vies qui restent là, silencieuses, sous la grande hache de l'histoire. Moi aujourd'hui, je conte mon histoire. Je donne voix à ma voix, comme mes ancêtres des terres de Rutshuru le faisaient. Je m'appelle Koji et je suis boy. Je suis noir aussi, fait important que tant de rencontres malheureuses ne manquent pas de me rappeler. Et puis nous, les boys, domestiques du système colonial, on est plus que souvent noirs. Il faut le dire. À ne pas confondre avec les cowboys. Quoi qu'ils puissent aussi garder des vaches, vous ne verrez certainement pas un boy galopant dans des terres arides de l'Arizona et chassant les rouges des terres qu'ils occupaient depuis des siècles. Oui, les Européens ont souvent eu la manie de s'approprier ce qui ne leur appartenait pas et de justifier tout cela au travers d'une hiérarchie chromatique, pseudo-scientifique, auto-approuvée. C'est d'ailleurs sous la gouverne de ces arguments qu'hier, des millions d'hommes et de femmes ont été massacrés et réduits en esclavage. Ce sont également ces propos qui expliquent qu'aujourd'hui, c'est moi qui suis boy. Autour de moi, il n'y a pas d'images extraordinaires de western, pas d'images mythiques, pas d'images tout court en fait. Moi je suis boy, juste un boy, un personnage secondaire de l'histoire avec un grand H, supposément né pour servir et pour satisfaire les colons. Mais cette histoire-ci en a assez de satisfaire. Elle ne plaira sans doute pas aux enfants blancs de l'Empire, oh que non. Qu'ils se préparent au sentiment inconfortable que produit la démystification d'une réalité, celle que l'on m'a volée. Ne pas la dévoiler ne servirait qu'à l'Empire. Ne pas l'écouter, ce ne serait qu'empirer. Rutshuru, 23 avril 1913. Aujourd'hui, le juge de ce conseil de guerre d'appel va prendre sa décision. Tout le monde est là, un toussotement par-ci, des chuchotements par-là. Pour sûr, personne ne croise mon regard. Même traitement accordé aux ménagères, Kitenge et Nedwana, qui se trouvent à quelques mètres de moi seulement, toutes deux assises et immobiles. Madame Kitenge regarde dans le vide. Elle semble être présente et absente à la fois. Repliée sur elle, elle s'est sans doute évadée là où aucun des blancs de l'Assemblée ne pourra la trouver. Madame Nedwana, elle, scrute chaque individu, chaque visage, chaque goutte de sueur courant sur leur teint pâle, comme si son souhait était de se rappeler, de ne pas oublier ce qui est arrivé. Elle pose son œil sur chacun d'eux, le juge, les avocats, les médecins, les témoins. Mais son regard insiste plus particulièrement sur l'un d'entre eux. La grande célébrité selon qui cette réunion n'est qu'une mascarade débile, une infâme calomnie, le grand lieutenant de la force publique, Philibert Spiltoire.
Je n'ai même pas besoin de jeter un regard vers lui pour percevoir cet air suffisant. Cette peau ivoire, voire translucide, ses yeux d'un bleu de glace et ses mains plus anguleuses que d'ordinaire pour un homme de 32 ans. Alors que certains se plaignent de cette chaleur suffocante, moi c'est la froideur qui m'envahit. Le givre s'immisce en moi par le banc sur lequel je suis assis, ce banc dont le blanc étincelant se reflète sur les murs, sur le sol et le plafond de cette salle où les rayons du soleil ne font qu'entrer, pour s'enfuir presque immédiatement par les fenêtres. Je les envie. Au-dessus du juge est fièrement dressé le drapeau. La voile jaune, noire et rouge d'un vaisseau venu des mers et des océans. Le seul contraste coloré que l'on peut trouver dans cet havre nacré. Mais que dis-je? Madame Kitenge, Madame Nedouana et moi, nous non plus, nous ne nous fondons pas dans cet ensemble. Alors que le drapeau, lui, trône majestueusement au-dessus de l'Assemblée, notre présence à nous n'est pas tant désirée. Sans même le dire, je sais que certains voudraient nous voir disparaître, afin de ne plus avoir à s'occuper d'un problème délicat, afin de récupérer ce monochrome immaculé qui leur manque tant. Quand tout cela sera terminé, ils se jurent qu'ils prendront soin de ranger cette affaire dans une caisse déjà usée par le temps et de la poser dans un endroit où personne n'ira fouiner. Entre de mauvaises mains, ce dossier pourrait bien entacher la réputation de la Belgique et l'histoire, avec un grand H, de sa mission civilisatrice. Et personne, bien évidemment personne, ne voudrait causer pareil scandale, pareille offense à la patrie. Jamais! Le soleil s'est déjà levé lorsque j'ouvre les yeux. Une nouvelle journée de boy commence dans la maison du lieutenant Spiltoir. Par la fenêtre, j'aperçois le râle à miroir, son plumage parsemé de perles blanches. Une véritable constellation de petites étoiles luisantes et une nuitée tirant sur le marron. Dérangé par un des soldats passant par là, l'oiseau s'échappe, à toute vitesse, fonce dans un buisson. Disparu. De peur d'être en retard, j'enfile mon uniforme à la hâte, asperge mon visage de toute l'eau qu'il me reste de la veille et m'en vais à toute allure. Bien que j'aide parfois au jardin personnel de M. Spiltoir, mes tâches se limitent généralement à porter et servir les repas, les encas, les coupes de cristal et autres rafraîchissements au maître de la maison et ses invités. À l'occasion, il m'arrive également de passer les poussières et d'arranger le mobilier. Heureusement, je ne suis pas seul. Mafanga est boy lui aussi. Nous sommes amis, liés par une même destinée. Ce jour-là, Mafanga et moi sommes occupés toute la journée dans la cuisine, aux côtés de Madame Kurdela, la cuisinière personnelle de M. Spiltoir. Depuis mon arrivée dans la maison, Madame Kurdela a toujours été plus que sympathique à mon égard. Toujours, j'ai ressenti chez elle la bonté sans laquelle cette maison ne serait qu'un enfer domestique. Parfois, Madame Kurdela nous donne, à Mafanga et moi, une de ces pommes importées d'Europe qu'elle coupe pour les salades de fruits. Bien sûr, cela doit rester impérativement secret. Si cela se sait, la cuisinière pourrait y laisser sa place. Ce jour-là, en fin d'après-midi, un des soldats crie mon nom, en m'indiquant que M. Spiltoir me demande. Je sors donc de la cuisine, tout en vérifiant en cachette qu'aucun bout de pomme resté dans l'interstice de mes dents pourrait me trahir. Rien. Il n'en saura rien, me dis-je. Lorsque j'arrive dans le salon, Monsieur Spiltoir est assis sur le divan rembourré au centre de la pièce, celui qu'il nous est interdit d'approcher.
Sans trop comprendre les raisons de sa demande, je m'avance avec hésitation. Le sourire qu'il esquisse laisse entrevoir une rangée de petites dents, presque aussi fines que celles du guépard tapi à ses pieds. Il se dirige alors vers moi, pose sa main sur mon dos et me prie de le suivre. Je m'exécute. Monsieur Spiltoir m'emmène dans sa chambre. Je ne comprends pas ce qu'il m'arrive vraiment, ce qu'il attend de moi. J'ai une petite idée, bien sûr. Ne me croyez pas si naïf. Certains bruits circulent dans les couloirs, mais je me refuse d'y songer. Lorsqu'il ferme la porte, subitement, il me pousse sur le lit. Je ne bouge plus, tétanisé. Je ne peux simplement plus bouger. Je suis le captif de cet homme qui possède cette maison, ainsi que toutes celles et ceux qui s'y trouvent. Spiltoir commence par ôter ses bottes. Il poursuit avec sa ceinture d'un coup sec, laissant flotter dans l'air un claquement rappelant celui d'un fouet. Il se dirige vers le lit sur lequel il m'a jeté et commence à déboutonner sa chemise blanche. Blanche ? Attendez. Attendez. Le boy n'a-t-il pas mentionné une chemise brune à sa première audition ? Lance le juge. Vérifiez donc cela. Je vois l'incrédulité se lire dans les yeux des personnes présentes au conseil. Elles me dévisagent, souhaitent voir ce petit boy affabulateur disparaître. Oui, en effet, votre honneur. 23 mars 1911, une chemise brune, affirmatif. Voilà qui est curieux. Et le traducteur du boy confirme qu'il ne s'agit pas ici d'une erreur de sa part. Il confirme, votre honneur. Tandis que rebondissent les cliquetis de la machine à écrire du greffier contre les murs blancs de la pièce, avec plus d'intensité encore, le juge s'exclame. « Fort bien. Poursuivons. » Un attentat à la pudeur. C'est ainsi qu'il nomme ce que Spiltoir m'avait fait ce jour-là, dans sa chambre. Quand c'était fini, il m'a donné 3 pièces de monnaie et m'a dit de rentrer chez moi, en silence. La nuit était tombée. Je ne voyais plus rien. Quand j'essaie de me rappeler comment cela s'est passé, tout est noir. J'ai pleuré. Les torrents léchaient mes joues et finissaient leur cours en s'écrasant sur le sol. Ils abreuvaient la terre. Je rêvais de pouvoir m'enfuir, de courir loin de ce monstre blanc, de me réfugier là où personne ne pourrait me trouver. Le lendemain, je suis allé voir Mafanga. Je lui ai raconté ce que Spiltoir m'avait fait. À son tour, il l'a raconté à Kurdella. Et Kurdella, elle, en a parlé au docteur Murtula. Je ne leur en veux pas, vraiment. Sans doute s'inquiétait-il de mon état. Je voyais qu'il me croyait. Mais le médecin, lui, c'est différent. Il est venu pour savoir si ce qui circulait dans la maison était vrai. J'ai hoché de la tête. Le docteur m'a consulté. Aspect timide et féminin. Il m'a invité à m'asseoir sur la table et a préparé un crayon et une feuille blanche qu'il a posée juste à côté de moi. Il a sorti toutes sortes d'étranges instruments de sa sacoche. 13 ans environ. Il les a placés sur toutes les parties de mon corps. Membres développés. Toutes. Élargissement très marqué du rectum. Muqueuse anale très lisse. Tout est noir.
Tous ont les yeux rivés sur Murtula, qui, après avoir balayé la salle d'un regard hautain, s'exprime. « Oui, j'estime que le nommé Koji est pédéraste, passif, habituel. » Sur le visage de Spiltoir se dessine un vague sourire qui l'efface presque aussitôt. Le jeune garçon dont il est question reste assis, yeux rivés sur le sol, son traducteur lui murmurant à l'oreille les propos tenus par le médecin. Une pathologie, un malade. Koji reste immobile, mis à part les moments sporadiques lors desquels les frissons agitent son corps tout entier. L'avocat du lieutenant Spiltoir se lève et demande aux témoins de l'affaire. « Docteur Murtula, je vous remercie d'avoir clarifié la condition du boy appelé Koji. Je souhaiterais également vous demander, se pourrait-il que mon client ait vu sa capacité de discernement se trouver altérée par une substance quelconque ?»« Oui !» répond le médecin. « Il se pourrait que l'accusé ait consommé une boisson alcoolisée, un spiritueux peut-être. Auquel cas, cela devrait être pris en compte lors de son jugement. Bien évidemment. » Spiltoir hoche la tête lentement, de haut en bas, son visage portant encore la trace de son sourire de tout à l'heure. Koji est appelé à la barre. L'avocat se lève. Il a préparé sa performance depuis des jours. Il l'a juré à Spiltoir. Cette intervention allait le sortir de l'embarras, de cette calomnie qui n'avait fait que trop durer. Peut-être même que cette intervention le propulserait, lui, dans les hautes sphères juridiques, qu'il pourrait poursuivre son rêve de devenir lui-même juge, détenteur de la vérité. Il prononce. « Boy Koji, si vous aviez refusé, le blanc n'aurait pas su dormir avec vous, c'est-à-dire avoir des rapports anormaux, puisque le blanc n'a que 2 mains, n'est-ce pas? Et puis, le docteur Murtula a prouvé scientifiquement que vous soyez pédéraste, passif, habituel. Donc vous n'avez pas bougé. Pas vraiment, n'est-ce pas? L'avocat, fier de lui, n'avait pas laissé répondre le garçon. Après tout, cela aurait gâché l'effet de surprise de son attaque. Sa proie devait rester muette. Le silence est toujours suspicieux, lui avait-on souvent répété. Koji acquiesce. Il ne s'était pas débattu. Parce qu'il était homosexuel, dites-vous? Ça, l'histoire ne le dit pas. L'histoire, elle, l'affirme. Tout bas, Koji murmure ces mots que le traducteur traduira, mais dont le sens ne changera rien au dessein du garçon. J'avais peur du blanc. Bruxelles, 4 avril 2019. Un jeune garçon se faufile dans les rues bondées de la capitale belge. Il n'est pas boy, il n'est pas noir non plus, il est blanc. Il se rend aux archives de l'État pour effectuer un travail de recherche. Les gouttes s'écrasent violemment sur le parapluie qu'il tient à la main. Tant bien que mal, il arrive, détrempé, pose son regard un instant sur l'imposant bâtiment et s'y engouffre à la hâte. Dans la salle des archives, une femme aux lunettes posées sur le bout du nez l'accueille. Elle note le nom du garçon sur une feuille et s'en va. Lorsque l'archiviste revient, elle lui tend une boîte usée par le temps, de laquelle s'échappe une odeur spécifique, qui provient sans doute des vieux documents qui s'y trouvent. L'odeur du temps, la senteur de l'oubli. Il semblerait que cette boîte ait été laissée à l'abandon pendant des dizaines d'années, cachée. Il s'appelait Koji. Il était boy. Le garçon mouillé parcourt le dossier. Il lit les témoignages, lit les rapports médicaux des médecins.
Il décide d'écrire l'histoire de Koji. Il ne sait pas pourquoi il le fait. La culpabilité et la honte? Sûrement. L'envie aussi d'inscrire le nom du boy quelque part. Comme un médecin? Non. Au travers de l'imagination. Il s'en rend compte maintenant. Ce sont ses mots, pas ceux de Koji. Où sont ces mots à lui? Comment Koji peut-il raconter son histoire, l'histoire d'un passé sous silence? J'avais peur du blanc. L'histoire, le garçon trempé le sait, ne s'est peut-être pas exactement passé ainsi. Non. Certains passages, cependant, sont bien les mots inscrits par un greffier, dont les bruits de la machine à écrire rebondissent sur les murs du Congo belge. La salle du conseil de guerre d'appel est silencieuse. Le juge va enfin prononcer le jugement. Tous ont les yeux rivés sur lui, attendant avec impatience la fin heureuse de toute cette histoire. Heureuse pour qui? C'est à vous de voir. Silence. Le juge va parler. Il est indéniable de constater que les seules déclarations d'où résulterait la preuve de l'attentat sont celles de Koji lui-même. Il est vrai que Mafanga aurait pu témoigner à la barre, mais par un fâcheux concours de circonstances, le boy, a-t-on affirmé, était souffrant. Madame Kurdella, elle non plus, ne pouvait venir. Depuis que Spiltoire l'avait renvoyée de sa maison, elle était tout simplement introuvable. Il faut également souligner que les dires du boy, qui, rappelons-le, est pédéraste, passif, habituel, présentent de nombreuses contradictions. Acquitté. Pour Madame Kitenge, qui se serait rendue de son plein gré auprès de Spiltoire pour subir les mêmes atrocités, acquitté. Pour Madame Nedouana, personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu, acquitté. Spiltoire sourit, satisfait, alors que ses sbires le félicitent dans un tonnerre d'applaudissements. Certes, sa réputation en a pris un coup, mais cela passera avec le temps. Kitenge, elle, poursuit son évasion au plus profond d'elle-même. Nedouana se lève et les maudit tous, de toutes ses forces. Quant à Koji, il se demande combien d'autres histoires telles que les leurs ont fini ainsi, finiront ainsi. Les temps ont changé, dites-vous? Dans un tribunal lointain, un juge va se prononcer. Acquitté. Après tout, elle l'avait bien cherché. Elle portait un string rouge. Rouge ou marron? Peu importe. Elle l'avait bien cherché. Après tout, pourquoi ne vous êtes-vous pas débattu? Un peu plus loin, un policier porte la marque d'un sourire effacé sur son visage. Acquitté. Le I can't breathe de l'homme noir tapi au sol à ses pieds s'estompe. À quelques pas de lui, on roue de coups un jeune garçon, timide et féminin. Soudain, des mots provenant du dehors de la salle commencent à faire trembler les murs du tribunal. Au milieu du brouhaha général, les protestataires rentrent dans la pièce. Ces trouble-fêtes crient, chantent, dansent, peignent, écrivent. Ces personnes éclaboussent le monochrome de toutes leurs couleurs. Elles sont venues pour un monde meilleur, pour une restitution du bien, pour la solidarité, pour la mémoire, pour les raconter leurs histoires. Sur les murs du tribunal, des fissures commencent à apparaître. Certaines des personnes ayant assisté au procès de Spiltoire sont encore là, toujours assises, silencieuses. La question maintenant
et de savoir si cette fois-ci, elles décideront de se lever pour soutenir toutes ces voix, celles du passé, du présent et du futur. À Rutshuru, Koji s'assoit sur la terre de ses ancêtres. Dans la nuit sombre, il regarde le ciel. Il reconnaît sa propre étoile dans la constellation de minuscules histoires. Il prête attention à chacune d'entre elles. Il lui suffit tout simplement de lever la tête pour les apercevoir. Dans les métropoles, il lui serait impossible de les observer. Les lumières claires de la ville l'en empêcheraient. Non, c'est là, au clair de l'obscurité, qu'il peut les écouter. Juste là, dans le noir.